On ne sait pas grand-chose de Chrétien de Troyes, hormis un nom, une ville, quelques fréquentations et une liste d'œuvres. La biographie de Chrétien est pour ainsi dire vide. On peut tout de même dire que son nom est devenu un symbole, celui de la naissance du roman au XIIe siècle. Bien qu'il faudrait nuancer une telle affirmation, il convient de noter qu'il a su inventer un langage du roman, à défaut d'inventer le genre romanesque. On le verra dans une autre vidéo. L'originalité de Chrétien de Troyes réside à la fois dans sa position stratégique au cœur de la renaissance culturelle du XIIe siècle et dans sa réflexion exemplaire sur les enjeux et le pouvoir de la littérature. Nullement appelé à une carrière de romancier, il va découvrir dans la pratique même de l'écriture en français sa destinée de créateur hors pair. C'est ce qu'on va essayer de voir en tâchant de répondre à quelques questions sur cet auteur ancien et mystérieux. Une première s'impose: qui est Chrétien de Troyes ? On l'a dit, c'est avant tout un nom, Chrétien, ancêtre de Christian, et une ville, Troyes. Il se trouve que c'est lui-même, dans une époque où l'anonymat est la règle pour les auteurs, qui a tenu à ce que ces deux informations soient connues. C'est dans le prologue de son premier roman, dit de chevalerie, qu'il se présente. Il écrit alors: Chrétien de Troyes déclare donc qu'il est juste que chacun appliquer sa pensée et son attention à bien parler et à bien enseigner. Il répétera ce nom dans plusieurs autres prologues, et notamment dans celui du Chevalier de la Charrette, où il précise bien que c'est Chrétien qui commence le livre. Une grande part de ce qu'on sait de lui aujourd'hui relève d'hypothèses et de déductions. Par exemple, on pense pouvoir deviner qu'il est né vers 1135 et qu'il est mort entre 1185 et 1190. Comment peut-on l'affirmer ? Eh bien, tout simplement grâce aux références historiques que Chrétien délivre dans ses fameux prologues. Ayant vécu sous la protection de deux mécènes, à qui il dédie ses ouvrages, Marie de Champagne d'abord, puis Philippe de Flandre, ensuite, on peut recouper les bornes de leur biographie avec celles de Chrétien, d'où ces dates imprécises, mais qui donnent une idée de son existence. Sinon, trois hypothèses sur son identité ont été formulées. Les trois reposent encore sur ce nom, Chrétien de Troyes. Et une certitude demeure, dans les trois cas, Chrétien fut un clerc, c'est-à-dire une personne ayant suivi des études, clericus signifiant en latin instruit. Un clerc, qui plus est champenois, qui a donc évolué dans le milieu aristocratique pour lequel il écrit. Ça, c'est le stable. La première hypothèse consiste à faire de Chrétien un jeune noble aventureux au service du comte de Champagne. Il aurait voyagé du nord au sud, voire même en Angleterre, ce qui lui aurait permis de faire la synthèse de plusieurs cultures. La deuxième hypothèse provient d'un croisement d'informations. On a retrouvé la trace d'un Christianus, chanoine de l'abbaye Saint-Loup à Troyes, dans une charte champenoise de 1173. La bonne connaissance des textes liturgiques à l'œuvre dans ces romans tend à confirmer le fait que le bien nommé Chrétien était un religieux. Et il y a la troisième hypothèse. Celle-ci est appelée l'hypothèse juive. En ce milieu du XIIe siècle, Troyes est l'une des capitales de la culture judaïque. Elle en effet possédait dans ses murs le père du commentaire talmudique, Rachi de Troyes, qui a dispensé un riche enseignement là-bas. Il était très possible que Chrétien ait été en contact avec cette culture particulièrement rayonnante. Par ailleurs, on sait que le nom chrétien, au début du XIIe siècle, était souvent porté par les juifs convertis en geste de révérence envers leur nouvelle religion. L'hypothèse est certes mince, mais dans la première œuvre de l'auteur qui nous est parvenue, elle trouve à se renforcer dans le nom de Chrétien le Goy qu'il s'y attribue. Un Goy, à cette époque, désignait un converti à la foi catholique. Enfin bref, ce qu'on sait avant tout, c'est que Chrétien écrit des livres. Certains ont été perdus, mais ceux qui nous sont parvenus dessinent une évolution au cours de laquelle le romancier découvre sa vocation littéraire. Les œuvres de jeunesse de Chrétien sont des mises en roman, c'est-à-dire des traductions en langue romane de textes originaux écrits en latin. En traduisant Ovide, Virgile et toute une série d'œuvres traitant de la mythologie gréco-latine ou de l'histoire, notre auteur, qui n'est alors qu'un traducteur, s'initie à la littérature romanesque. Il existe ensuite la trace d'œuvres qu'on pourrait dire relever d'un travail d'historien.
On attribue à Chrétien de Troyes la rédaction d'une étude et d'un récit de la vie de Guillaume d'Angleterre, ce qu'on appelle une hagiographie. Cette étape est importante car c'est sans doute là qu'il a été mis en contact avec ce qu'on appelle la matière de Bretagne. Son œuvre de jeunesse compte enfin quelques poèmes lyriques inspirés par les troubadours. Chrétien compose des textes où il chante la fine à mort. Cet héritage imprégnera ensuite toute son œuvre, résolument au carrefour de plusieurs influents. La bibliographie de Chrétien enfin se définit avant tout par les 5 romans de chevalerie que nous connaissons aujourd'hui, plusieurs ayant été perdus, en dépit d'une reconnaissance très fluctuante au cours des siècles. Finissons cette vidéo sur quelques précisions, notamment sur le contexte historique dans lequel notre auteur a vécu. Le XIIe siècle prend place dans ce qu'on a appelé la féodalité. Dans cette société, les hommes sont répartis en plusieurs ordres qui se répartissent les tâches. À leur tête se trouve bien sûr la noblesse, qui assure les tâches guerrières et politiques. Chrétien, comme la ville de Troyes l'indique, n'évolue pas dans les territoires administrés par le roi capétien, mais dans une région d'entre-deux d'une importance capitale en France du Nord, la Champagne. Il s'agit d'un comté qui a appris petit à petit, du fait du pouvoir de plus en plus important pris par les comtes de Champagne, son indépendance vis-à-vis de l'autorité capétienne. À la fin du XIIe siècle, les Champenois occupent presque tous les postes clés donnant accès au pouvoir. La dynastie comtale s'est mêlée aux Capétiens et a donné d'ailleurs une reine de France. Elle parle haut au Conseil royal, forte de ses alliances familiales et de la puissance de son clan. Mais pour cela, il a fallu affronter les autres grands vassaux, déployer des stratégies à la fois défensives et offensives envers les Capétiens, faire de la Champagne une puissance économique. Placée entre les terres du roi de France et celles de l'empereur germanique, cette région occupe une position centrale. Si elle l'expose à de nombreux périls et conflits, elle lui a aussi permis de devenir un carrefour commercial et culturel. Lorsque Chrétien rédige le roman de la Charrette, vers 1177-1181, c'est Henri le Libéral qui règne sur le comté. Les différentes guerres qu'il a eu à mener et son voyage en Terre Sainte ont permis à son épouse, Marie de Champagne, de prendre de plus en plus d'importance, cette même Marie qui est à l'origine du roman que vous allez lire. Puisque le prologue le précise, la matière et l'idée directrice ont été indiquées et données par la comtesse. Alors, bonne lecture du Chevalier de la Charrette.